une nouvelle vidéo et il s'agit cette fois d'une vidéo avis lecture sur le challenge organisé par Ludo, le mois de la romance. Oui, ce challenge était au mois de février. Mais je ne m'en veux pas d'avoir beaucoup de retard dans mes avis lecture parce qu'un des livres que je vais vous présenter là était la lecture commune, enfin une des deux lectures communes organisées par Ludo pour son challenge durant le mois de la romance. Et Ludo vient de le présenter dans un de ses avis lecture il y a à peu près 2 semaines en arrière. Donc je me suis sentie rassurée, je me suis dit, si Ludo présente ce livre qu'on a lu ensemble en lecture commune avec d'autres gens sur son Discord au mois de février, au mois de juillet, ou au mois de juin à peu près, ça me rassure. Je ne suis pas la seule à être en retard dans mes avis lecture ou en tout cas à poster des avis qui ont plusieurs mois. J'ai aussi la chance d'avoir assez bonne mémoire sur ce que j'ai lu, le ressenti de la plume, les personnages, l'histoire. Il y a parfois où j'oublie les noms, ça peut m'arriver parce que je lis beaucoup de livres, mais il suffit de rechercher sur internet le nom. Tout ce qui est histoire, ressenti, comme je vous dis, je garde assez longtemps en mémoire. J'ai cette chance-là, ce qui fait que je peux faire des avis plusieurs mois après. Je suis un petit peu en retard dans mes avis parce que je lis actuellement en moyenne, on va dire 12 à 14 livres par mois. Le temps me le permet, mais par contre, je fais à peu près une vidéo par semaine, des fois même moins. Et du coup, forcément, je n'ai pas que les avis lecture, il y a aussi les challenges avec les piles à lire, il y a aussi les book hauls, il y a aussi des vidéos Disney. Donc, j'ai beaucoup de retard. Mais là, aujourd'hui, je vais vous faire 5 avis lecture sur les 7 livres que j'ai lus du challenge de Ludo. Il y en a 2 que je ne chronique pas dans cette vidéo parce que, en même temps que le mois de la romance de Ludo, il y avait le challenge, le Disney Book Challenge organisé par les lectures sucrées. Et j'y ai aussi incorporé 2 ou 3 livres dans ce challenge. Du coup, comme il n'y avait que 4 catégories, j'ai mis 5 livres pour le Disney Book Challenge. J'ai gardé ces 2 livres que j'ai aussi dans le mois de la romance pour pouvoir avoir 5 livres à présenter dans mes avis lecture du Disney Book Challenge 2022. Les livres en question, c'est le tome 2 d'Acotar en VO, puisque je fais une relecture d'Acotar maintenant que j'ai tout lu en français en VO. Je peux juste vous dire, j'ai mis 20 sur 20. De toute façon, Acotar en VF c'était 20 sur 20 et en VO c'est 20 sur 20. Et le second livre, c'était Le Clan Bennett de T.J. Klune, le 2e tome. Et là, j'ai mis aussi 20 sur 20 parce que ça a été un joli coup de cœur pour moi. Mais T.J. Klune a une très belle plume de toute façon. Donc ça, c'est les 2 livres que vous retrouverez dans une prochaine vidéo. Ce sera celle pour le Disney Book Challenge. Aujourd'hui, donc, on va faire les 5 livres, les 5 autres livres que j'ai lus pour le mois de la romance chez Ludo. Et dans une des catégories, j'avais un tome 1. On pouvait faire une sélection, je crois qu'il y avait une douzaine de catégories. Moi, j'en ai choisi 6 et c'était donc un tome 1. Et j'ai choisi la sélection, le tome 1 de Kerakas chez Robert Laffont parce que j'avais mis pratiquement que du surnaturel à part une romance de Noël. Et je me suis dit, c'est le mois de la romance, on va pas mettre que du surnaturel, on va quand même mettre au moins 2 livres un peu plus une romance sentimentale, sans qu'il y ait du fantastique, du fantasy, même si on est dans un futur dystopique, ça reste notre planète, ça reste qu'il n'y a pas de magie ou quoi que ce soit, c'est quelque chose d'entre guillemets normal. Si vous entendez un peu de bruit, c'est qu'il y a un petit peu de vent ce soir, ça claque un petit peu les portes. Donc la sélection de tome 1. Cette saga, j'ai les 4 tomes sur les 5 depuis janvier ou février 2021. Je l'avais vu passer sur Booktube, ça m'intriguait, mais sans plus. Et les Bridgerton sont sortis et j'ai parlé avec une collectionneuse, Corinne Disney, qui elle-même est tombée amoureuse des Bridgerton et qui est elle-même une bonne lectrice. Et elle m'a dit, si tu as bien aimé les Bridgerton, lance-toi dans la sélection, c'est aussi super sympa. Vu l'emprunt qu'elle avait, ça m'a convaincue. J'ai cherché sur Vinted et j'ai trouvé un lot, mais vraiment pour pas cher, les 4 tomes sur les 5. Je crois qu'ils étaient genre 9 € par tome ou quelque chose comme ça. Bon, alors l'état n'était pas parfait. Je crois que celui-là, ça va. Mais depuis, ça attendait dans ma palle. Parce que cette saga, j'ai vu beaucoup d'avis sur Booktube et Bookstagram. Et soit on n'aime pas. Donc j'avais un petit peu peur de me lancer. Ce côté un peu jeu de télé-réalité, entre guillemets, parce que ça prend pas la plus grosse part, le côté télé, on a juste un petit peu, mais c'est un jeu par contre. Nous sommes donc dans un futur très lointain, après la 4e guerre mondiale, je crois.
il y a des décennies de ça, il y a eu la guerre. À un moment donné, l'Amérique a appartenu à la Chine, puis l'Amérique est redevenue l'Amérique, mais tout a été repensé, les noms des villes, le nom du pays, et l'Amérique ne s'appelle plus Amérique, c'est devenu un royaume qui s'appelle Iléa, et qui est donc régenté par une royauté, une famille royale, depuis des centaines d'années. Et cette famille royale, quand il y a un prince ou une princesse, l'héritier du trône, ou l'héritière, qui est en âge de se marier, un grand jeu est organisé dans le pays entier. On demande à toutes les jeunes filles d'une tranche d'âge précise, il me semble que c'est de 16 à 21 ans, quelque chose comme ça, de s'inscrire, si elles le souhaitent, afin de participer au jeu de la sélection. Car on est dans un royaume où on a aussi des castes. On a des castes jusqu'à 7 ou 8, si je me souviens bien. Vous êtes classé par caste. Bah forcément, la dernière, la 8, ça va être ceux qui ont moins d'argent, ceux qui sont les plus pauvres. Les 1, c'est la famille royale, c'est les gros riches, c'est tout ce qu'on veut. On a ces castes. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ces castes. America fait partie de la caste des numéros 5. Elle est amoureuse en secret d'un numéro 6. Ils n'osent pas encore en parler, bien qu'America s'en contrefiche que ce soit un numéro 6, que si elle se marie avec, elle va devenir une 6, et donc plus pauvre. Elle l'aime. Sauf que, ce n'est pas les projets de sa mère qui n'est pas au courant qu'elle est amoureuse d'un 6. Les projets de sa mère, c'est qu'elle s'inscrive à la sélection puisqu'elle est en âge de s'y inscrire. Mais America ne voit pas ce qu'elle va apporter. Le prince ne l'intéresse pas du tout, elle ne le trouve pas intéressant, un peu gonflé ou un peu froid, enfin bref, elle n'aime pas l'image qu'il renvoie, elle n'a pas envie de s'y inscrire. Seulement, toutes les jeunes filles ont le droit, même les numéros 8, la caste numéro 8. Et c'est surtout le fait qu'il y aura 35 sélectionnés, oui, 35 candidates au début du livre, et ces 35 candidates vont aller vivre au château pendant plusieurs mois, faire des épreuves, d'autres jours rencontrer le prince en privé, rencontrer le roi, la reine, faire une fois par semaine des bulletins télévision où on verra l'avancée des candidates, comment elles se débrouillent, etc., etc. Et du coup, pendant toutes ces semaines de participation qui durent sur plusieurs mois, les jeunes filles touchent de l'argent et donc leur famille touche de l'argent pour participer à cet événement. Et c'est pour ça que la maman d'America, déjà la maman d'America, pour elle, sa fille est belle, sa fille mérite d'être avec un prince, mais en plus, ça apporterait un apport financier à la famille. Parce qu'ils sont plusieurs enfants encore à la maison, donc une petite sœur et un petit frère, si je me souviens bien. Il y a un grand frère, une grande sœur, mais eux, ils sont déjà plus à la maison. Mais le fait est que ça apporterait du beurre dans les épinards. Et c'est le fiancé Aspen d'America qui va la convaincre de participer à la sélection. Et bien sûr, vous imaginez bien, au fil du roman avec Maxon, ça va matcher. Ça va. Alors au début, c'est vrai que c'était assez drôle parce que je crois que la première ou la deuxième rencontre, elle lui met un coup de boule, quelque chose comme ça. Mais il va aimer son tempérament. Et elle va se rendre compte que ce qu'on voit du prince à la télévision, dans les bulletins, dans la presse et tout ça, c'est pas le vrai prince. Il recherche vraiment une femme à aimer, il n'est pas là, il n'est pas comme son père. Plus on va avancer dans cette intrigue, plus on va se rendre compte que le roi est vraiment pas quelqu'un de sympathique, mais son fils n'est pas comme ça. Et America et lui vont sympathiser. Ce premier tome, c'est surtout, on veut être amis. Je vous garde dans la sélection. En fait, on sent que Maxon en pince pour elle. Mais America, au début, elle est très claire. Elle lui dit, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Parce qu'Aspen lui a dit d'aller à la sélection. Mais il a aussi décidé de rompre. Pour lui donner plus de chance avec Maxon. Et parce que ça fait partie du règlement. Si on réalise que la jeune fille est déjà fiancée, ou qu'elle a une aventure pendant la sélection avec un garde ou n'importe quoi, les sanctions vont être très graves pour les deux personnages en question. Donc, Aspen a rompu avec elle. Elle est détruite de l'avoir vue avec une autre jeune femme le jour où elle est partie pour la sélection. Il est venu faire ses adieux dans le public, comme toutes les sélectionnées, parce que oui, elle est sélectionnée, mais en l'occurrence, il nous parle d'une jeune femme. Donc, Maxon, il est là, il lui fait comprendre qu'elle, elle est là, non, je sors d'une relation, j'étais très amoureuse, il m'a laissé, je veux pas d'amour, mais on peut être amis. Alors, il joue ce jeu pendant une bonne partie de ce tome. Voilà. Je ne veux pas plus vous en dire, je ne veux pas vous dire comment finit le premier tome, si c'est juste des amis, s'il y a plus, mais on est sur un Friends to Lovers, à quelque part.
pas dire Enemies to Lovers, même si elle avait une mauvaise image, c'est un peu fort de dire Enemies to Lovers. J'appréhendais beaucoup de lire cette saga, comme je vous ai dit, et au final j'ai été mais super surprise de la rapidité à laquelle j'ai lu les tomes. Je crois bien que ce tome 1, j'ai mis 4 jours, même pas, peut-être oui 4 jours je pense. Alors ils sont pas très longs, hein, ils font 350 pages, à peu près 340. Mais il faut savoir, oui vous allez dire 4 jours pour les 340 pages, il faut savoir que je lis toujours 3, 4, 5 livres à la fois, et souvent il y a un livre en anglais en même temps. Donc sachant que j'ai 3 ou 4 lectures à la fois, le lire en 4 soirées, c'est pas beaucoup finalement, j'ai envie de dire. Mais la plume est en fait super addictive. Alors c'est pas recherché, hein. C'est pas une plume poétique, c'est pas une plume extraordinaire, c'est une plume que j'ai trouvée très banale. L'histoire n'est pas très approfondie, surtout dans ce premier tome. Oui, on nous dit qu'il y a des renégats du Sud, des renégats du Nord, qui veulent détrôner la famille royale, qui en ont marre des castes, etc. Mais on va pas très en profondeur là-dessus pour ce premier tome. Il ne faut vraiment pas, si vous cherchez quelque chose de super bien écrit, ça reste dans la norme. Mais la plume est addictive quand même. Ça se lit tout seul de par sa simplicité. On se doute très bien de ce qui va arriver au fil des tomes, etc. Et forcément, ça ne fait pas tellement réfléchir. Mais je trouve que c'est pas grave de temps en temps d'avoir une lecture où on n'a pas besoin de réfléchir pendant des heures à ce qu'on lit, ou avant de s'endormir, à faire des théories. J'apprécie de temps en temps ce genre de livre. Donc entre la plume et le fait que ça se lise tout seul, moi j'ai apprécié. Franchement ça m'a surprise, je ne pensais pas autant l'apprécier. Après, j'hésite encore. Est-ce que je garderai cette saga une fois que je l'aurai terminée, ou est-ce que je la revendrai à un moment donné parce que je manque de place? Pour l'instant je vais la garder parce que c'est quand même super agréable. La plume est addictive, elle est fluide. Comme je vous dis, il n'y a pas besoin de faire 36 000 théories. L'histoire de Maxon et d'America est sympathique. Il y a Aspen là au milieu. Donc oui, il y a forcément, comme il y a trois personnages, un espèce de triangle amoureux. Mais franchement, il passe plutôt bien pour ce premier tome. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et je lui ai mis un 18 sur 20 quand même. Donc finalement, comme quoi, des fois, les appréhensions sur un premier tome, il faut se lancer. Il faut simplement se faire son propre avis et des fois, c'est positif. Le second livre que j'ai lu, c'est de Caro Emile. Je préfère Emile Noël chez HarperCollins Poche. Oui, une romance de Noël en plein mois de février. Remarquez, ça va encore, c'est 2 mois après Noël. Mais comme je vous ai dit, je voulais absolument mettre 2 romances à peu près normales, sans fantastique, sans fantaisie. Et ça, c'est complètement normal. C'est de la romance de Noël. Comédie même de Noël, j'ai envie de dire. C'est le deuxième Caro Emile que je lis. Et franchement, j'adore. Il faut vraiment que je me procure ces autres romances de Noël. Elle a aussi fait des romances d'été parce que c'est une comédie de Noël. Voilà, c'est tout simple, c'est pas plus compliqué. Moi, je lui ai mis un 20 sur 20. J'ai mon petit cahier de notes dessous. Je lui ai mis 20 sur 20. J'ai passé, ça se lit tout seul. Encore une fois, je crois que je l'ai lu en 2 soirs, je crois. Il fait quoi, 300 pages? Combien il fait de pages déjà? Oui, non, même pas. 230 pages à peu près, ouais, quelque chose comme ça. Mais ça se lit tout seul, c'est bonbon. Franchement, pour moi, les romances de Noël, surtout quand c'est des comédies comme ça, c'est bonbon. C'est vrai, il n'y a peut-être pas assez de choses dramatiques qui se passent dedans. Mais j'ai envie de dire, dans les romances de Noël, je ne cherche pas forcément des éléments dramatiques. Là, on y suit Andy, qui a un métier spécial. Andy, elle fait le shopping pour les gens afin de trouver le cadeau idéal. Que ce soit à Noël, un anniversaire, la Saint-Valentin. Attention, vous avez Thor qui passe devant. Oui, comme je disais, Noël, Saint-Valentin, anniversaire. Eh bien, Andy, elle est contactée par des hommes, des femmes qui recherchent pour leur mari, leur femme, leur frère, leur papa, leur maman, un cadeau. Parce que ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire du shopping, qui n'aiment pas chercher un cadeau de Noël, qui n'ont pas d'idée de quoi offrir à Noël ou de cadeau original ou à l'anniversaire ou dans n'importe quel cas de figure, il y a besoin d'un cadeau. Donc on appelle Andy, on dit ce sera pour ma femme ou pour mon frère ou pour mon enfant, il aime ça, telle couleur, il n'aime pas ça, il aime plutôt la cuisine, il n'aime pas les pâtes, il n'aime pas les machins. Et à partir de ça, Andy, elle va cibler et elle va aller faire du shopping dans les magasins parce qu'elle adore ça, le shopping. Donc c'est son métier. Il y a des mois qui rapportent plus que d'autres.
Et là, on arrive bientôt à la période de Noël. On commence à l'approcher pour plusieurs clients intéressants pour les fêtes de Noël. Et un jour, le patriarche de la famille Sullivan, qui est une famille puissante avec beaucoup d'argent, je ne sais plus par contre qu'est-ce qu'ils font. Je crois qu'ils ont une entreprise. Il me semble que c'est une entreprise. Mais bref, c'est des personnes avec beaucoup d'argent. C'est un empire, les Sullivan, à quelque part. Une famille dont certains des enfants travaillent dans l'entreprise, avec le papa, avec la maman. Et ce monsieur engage Andy. Il veut l'engager pour toute la période des fêtes, c'est-à-dire à peu près du 1er décembre jusqu'au 25 décembre. Parce que lui et sa femme, ils ont maintenant un certain âge et ils ont une petite fille. Et pendant toute leur carrière, ils n'ont pas été intéressés par les fêtes de Noël. Ils ont monté leur entreprise, ils en ont fait ce que c'est aujourd'hui. Et ils ne se souciaient pas de Noël parce que c'était leurs propres parents qui s'occupaient des festivités, de décorer la maison parentale, donc des grands-parents. Enfin maintenant, eux-mêmes sont grands-parents, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils n'avaient rien à faire. Ils arrivaient, tout était décoré, il y avait la dinde, il y avait tout ce qu'on veut, les cadeaux étaient tous emballés. Donc ils n'y connaissent rien sur les fêtes de Noël. Et ils veulent remédier à ça, parce qu'ils ont maintenant une petite fille, et cette petite fille a vécu le divorce de ses parents pendant l'année. Et en plus de ça, leur fils, enfin un des deux fils, lui aussi a vécu une séparation avec sa fiancée pendant l'année. Donc ils se disent autant faire deux pierres d'un coup en faisant Noël tous ensemble, en famille, par une personne qui connaît bien les fêtes de Noël, qui va tout nous expliquer, qui va nous aider à décorer, à nous redonner envie de faire Noël pour notre petite fille, pour nos enfants et un petit peu pour eux-mêmes. Donc forcément, Andy, en plus, quand elle voit le montant, elle accepte. Au début, elle est là, non mais vous pouvez pas me demander pour un mois complet, je peux vous conseiller, etc. Non, non, on vous veut le mois complet, on vous payera bien, vous vivrez avec nous, vous aurez votre propre petite dépendance au sein de la propriété. Andy a fini par accepter. Sauf que dans cette famille, si tout le monde a hâte de faire Noël, Josh, un des deux fils, lui n'a pas hâte de faire Noël. C'est celui qui s'est séparé de sa fiancée pendant la nuit. Lui déteste Noël, il a ça en horreur. Et il va mettre tous les bâtons dans les roues possibles d'Andy pour lui gâcher ça. Mais elle va vite se rendre compte qu'il adore sa petite nièce et elle va clairement en jouer. Franchement, c'était super drôle. J'ai adoré d'ailleurs la rencontre entre Andy et Josh. C'était assez épique. Andy venait pour habiter dans la maison. Elle a rencontré un Josh au bord d'une route. C'est parti en cacahuète, c'est parti en insulte entre les deux. Et quelques minutes plus tard, il la découvre dans le salon de la famille. Je vous promets, j'étais pliée de rire. Il y a plusieurs moments qui sont très drôles dans ce petit livre. Franchement, l'autre Caroline était aussi très drôle. C'était Cher Père Noël, je veux un mec pour Noël. Quelque chose comme ça. Bref, moi j'ai vraiment adoré. C'est pour ça que j'ai mis un 20 sur 20 parce que la plume est très simple. On passe un bon moment de rigolade, c'est addictif, ça se dit tout seul. L'histoire est aussi sympathique. Alors encore une fois, c'est une romance doudou de Noël. Il y a parfois un petit peu des clichés et forcément ça se finit bien. Mais j'ai bien aimé quand même les thématiques. Elles ne sont pas très approfondies, mais la séparation, le divorce, comment ça peut toucher un enfant, comment ça peut toucher toute une famille d'ailleurs, comment la famille a repris goût à Noël petit à petit grâce à Andy. Moi j'ai trouvé cette petite lecture très mignonne, très doudou. Ensuite j'ai lu en lecture commune donc sur le Discord de Ludo un livre qui me faisait très envie, Gods of Love de Eugénie Diellens chez Hugo Poche. Alors là on est sur une réécriture mythologique. On est avec Eros, qui est l'amour, un dieu de l'amour entre guillemets, avec ses frères. Je crois qu'ils sont 7 frères. Ce sont les fils d'Aphrodite et de Arès, si je me rappelle bien. Et ce sont les Eros. C'est un petit peu à quelque part les petits cupidos, si vous voulez, les petits cupidos en anglais, sauf qu'ils ne sont pas tout petits, ils ne sont pas tout nus. Ce sont des hommes, tout ce qu'il y a de plus normal. Ils sont des ailes par contre. Mais ils sont chargés de l'amour. C'est-à-dire que régulièrement, les frères sont envoyés sur Terre, autant pour guérir des femmes que des hommes, qui ne croient plus en l'amour, dont le cœur a été détruit par l'amour pour une raison X ou Y. Leur mission est d'approcher leurs clients et de petit à petit refaire croire à cette personne en l'amour
jusqu'au jour où cette personne sera prête. Elle va alors tomber amoureuse de l'érote en question. En embrassant l'érote, on conclut la mission. Et au moment où ils s'embrassent, en fait, la personne perd la mémoire, elle vit le érote, mais son cœur est guéri et elle recroit en l'amour. Elle, oui, et la mission est accomplie. Donc, Eros a une nouvelle mission avec une femme qui s'appelle Caléa. Caléa, donc tout de suite, il sent qu'il y a des choses, il sent qu'elle est profondément blessée. Ça, il le sent, elle est réfractaire comme pas possible à l'amour. Donc déjà, il sait que ça va être difficile, mais il ne perd pas espoir, il n'a jamais échoué dans une de ses missions. Sauf que, très vite, il va se rendre compte qu'il y a des choses différentes. Il trouve que le cœur de Caléa, il trouve que le cœur de Caléa bat différemment. Il trouve, elle est réfractaire à son pouvoir, elle est réfractaire à d'autres pouvoirs. Et il y a des choses avec Caléa qui le perturbent. Et assez rapidement, il va finir par comprendre avec ses frères qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas vous dire quoi, mais Caléa a un souci en plus d'être réfractaire à l'amour, mais c'est lié à ça. J'ai beaucoup apprécié, moi, ce livre. Je sais que Ludo a détesté. Franchement, il en a fait la review récemment et il l'avait dit sur son Discord. Il n'est pas parfait. Moi, je lui ai mis combien? Je lui ai mis 17 sur 20 parce que moi, j'ai quand même beaucoup apprécié. Je lui ai mis quand même 3 points en moins parce que ça ne peut pas être un coup de cœur. Parce que je suis d'accord sur certains points. Il y avait des problèmes de temporalité pour moi. On ne savait pas assez bien en combien de temps l'histoire se passait. Parce que Caléa, elle est, comment on dit, décoratrice d'intérieur. Voilà, elle est décoratrice d'intérieur. Et pour l'approcher, Eros va vouloir qu'elle remeuble, enfin qu'elle refasse toute la déco de son magnifique penthouse, mezzanine, enfin bref, un magnifique appartement, luxueux. Elle peut dépenser sans compter. Et on n'a pas assez de temporalité. C'est-à-dire, elle commence son travail, oui, elle nous dit que ça va prendre 1 mois, 6 semaines, enfin voilà, mais on a tout d'un coup, un jour, ils sont là à faire une scène, et on a quelques jours plus tard, sans nous indiquer une temporalité, puis encore quelques jours plus tard, sans avoir une temporalité, et il y a des rapprochements entre deux, et on ne sait pas, et tout d'un coup, on arrive, c'est pratiquement la fin du chantier, et on n'avait pas de temporalité. C'est ce qui nous a marqué, beaucoup d'entre nous, c'est qu'il n'y avait pas assez de temporalité. Il aurait fallu plus développer la temporalité, c'est le cas de le dire. La mythologie est aussi présente. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de mythologie, mais il aurait pu y en avoir encore un peu plus. Alors, c'est un tome 1. On aura de toute façon un tome 2 sur un des frères d'Eros. Peut-être que la mythologie continuera à se développer parce qu'on a eu, à un moment donné, on a Artémis qui est présente. On a Aphrodite. On a Thanatanos, hein. Bref. D'ailleurs, ce dieu-là, c'est la première fois que j'en ai entendu parler dans ce livre. Depuis, j'en ai entendu parler dans Hadès et Perséphone de Thanatanos. Et je me suis dit, Thanatanos, ça me fait penser au Thanatano de Bernard Werber. Je ne l'ai pas lu, mais je le connais de nom. Et ça me fait penser à Thanos dans les Avengers. Je me suis dit, est-ce que c'est les créateurs du personnage de Thanos, pas dans les films ou dans la BD, se sont-ils inspirés de la mythologie, puisque Thanos, dans la mythologie, c'est le dieu de la mort, si je ne me trompe pas. C'est lui qui c'est lui qui réceptionne les âmes en enfer, si je me souviens bien, vis-à-vis d'Hadès et Perséphone, là je dis. Mais là aussi c'est un peu le cas. Et dans les Avengers, Thanatanos, voilà, je confonds. Thanos veut détruire la moitié de l'univers. Donc je pense qu'il y a une inspiration quand même là-dessous. Moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de mythologie. Un peu plus, ça m'aurait bien plu. Ce problème de temporalité m'a dérangé et parfois donc du coup l'écriture. J'aurais bien voulu avoir plus de rapprochement avec Caléa et Eros. J'ai trouvé que ça manquait de continuité, si je peux dire. Ouais, je pense que c'est le mot qui correspond mieux. J'ai trouvé qu'il me manquait des choses pour que ce soit plus que 17. Il fallait... Moi, la construction est un peu décousue, j'ai envie de dire. C'est pas décousu, mais franchement, on aurait dû avoir plus de scènes entre eux. J'ai trouvé que Caléa passe de « Oh, je déteste les hommes, je ne veux pas l'approcher » à « Oh, Eros, je t'aime ». Il aurait fallu peut-être plus de scènes entre eux, avec moins de ces bonds dans le temps. Parce que clairement, certains bonds dans le temps, il s'est passé 2-3 semaines où ils se sont pas vus. Et puis ils se retrouvent, et puis c'est là « Comment tu vas, Caléa? Tu veux boire un verre et tout ?» Alors que 3 semaines avant, Caléa était genre frigide, tout ce qu'on veut, sur l'amour. Voilà, c'est
des petites choses comme ça qui m'ont chagriné. Après, 17 sur 20, ça reste une très bonne lecture. Je lirai la suite avec grand plaisir parce que moi, j'ai franchement passé un bon moment. Mais c'était pas parfait et je le reconnais. Ensuite, j'ai lu Honora, le tome 2 de Charlie Faro en auto-édité. Une jolie petite briquette de 780 et quelques pages. Dans Honora, comment vous résumez ça? Parce qu'en plus, c'est un tome 2. On est sur notre planète, dans un futur lointain, un peu post-apocalyptique. Je suis un peu perdue des fois avec les post-apo, la dystopie. C'est des genres que je connais moins. Mais je pense que c'est un peu post-apocalyptique. Dans ce futur, il y a eu un événement, mais il y a longtemps en arrière, sur notre planète. Si je me rappelle bien les premiers tomes, c'est une comète. Je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que c'était dans le premier tome, mais ça j'ai lu il y a une année pratiquement. C'était un genre de comète qui est tombée sur la planète Terre et qui a un petit peu tout modifié. C'est-à-dire que ça a détruit beaucoup de populations. Et du coup, on se retrouve dans une période où il y a très peu de femmes qui naissent. Et quand elles naissent, elles sont vénérées par leurs parents et leur village. Du coup, on les protège de différentes manières. Les parents d'Honora l'ont protégée d'une manière un peu extrême, en ne la laissant jamais sortir plus de 30 minutes, 2 fois par jour seulement, donc 1 heure au total, toujours sous surveillance d'un des 2 parents. Le restant du temps, elle vivait dans leur maison, mais enfermée dans sa chambre. Alors, elle a une très belle chambre, avec un beau dressing, une belle salle de bain, elle a une télévision, elle a un beau lit, elle écoute de la musique, elle a Internet. Je ne sais plus si elle a Internet. Non, je crois. Non, il n'y a plus Internet. Excusez-moi. Mais il y a la télévision, par contre. Donc, elle est bien lotie, mais elle est quand même enfermée par ses parents. Mais ils font ça pour la protéger. Parce que les jeunes femmes, comme je vous dis, c'est une denrée rare. Et on a des mauvaises personnes qui les kidnappent afin d'en faire des poules reproductrices, par exemple. Donc, Honora a été protégée jusqu'à ses 18 ans. Et un jour, ses parents lui annoncent qu'elle va se marier. C'est eux qui ont choisi l'époux, ou plutôt c'est lui qui est venu à eux proposer ce mariage. Elle doit épouser Warren, un homme qu'elle trouve tout de suite. Déjà, elle n'est pas amoureuse. Déjà, elle a un amoureux, un jeune homme de son village. C'est le seul qui est autorisé à la voir parce qu'il connaît les parents. Il lui sert à manger, je crois, des fois. Quelque chose comme ça. Et elle est amoureuse de lui. Donc déjà, quand on lui dit tu vas épouser un autre homme, elle n'est pas contente. Elle espérait que ce jeune homme se déclarerait auprès de ses parents. Et comme par hasard, il est envoyé en mission par le village quand Warren vient la voir. Dès qu'elle rencontre Warren, elle sent qu'il y a quelque chose avec lui. Et nous, on le sent aussi. Hein. Clairement, il a une personnalité, on se demande s'il n'est pas un petit peu... c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va être froid, sarcastique et tout, à lui donner la chair de poule, avec une voix... ouais, et puis il va être froid, sarcastique, mais en même temps, il va faire des sous-entendus, enfin bref. Et à d'autres moments, il va être charmant. Qu'elle va se dire, elle-même se dit, mais il est bizarre celui-là, il est... Voilà. Et elle va quand même l'épouser, puisque de toute façon, elle n'a pas le choix, c'est ce que sa famille veut. Elle va donc partir après le mariage avec lui, et elle découvre que c'est un chef de ville. Honora vivait dans un petit village, et lui, c'est un chef de ville. Vraiment, il a une belle ville, un beau domaine à côté de la ville, beaucoup d'argent. Dans ce monde, on n'a plus de voitures, ou très peu. Comme je vous dis, c'est un post-apocalyptique, avec la météorite a causé plein de dégâts et tout. Donc il n'y a plus de voitures comme à l'époque, il n'y a plus de pétrole comme à l'époque. C'est un grand luxe que seuls les riches peuvent se permettre, les grands riches comme Warren. Et elle découvre sa demeure, une espèce de château. Elle va être formée à combattre parce que Warren, par contre, même quand il est un peu froid, sarcastique et tout ce qu'on veut, même quand il est comme ça, il lui dit qu'il ne va pas l'enfermer. Elle est la souveraine de son domaine et il veut qu'elle puisse s'instruire parce que quand il la rencontre, elle ne sait même pas manger avec une fourchette. Ses parents lui interdisaient de manger avec une fourchette parce qu'ils avaient peur qu'elle se rebiffe contre eux et fasse du mal avec une fourchette. Donc il lui dit tu vas pouvoir apprendre à manger comme une vraie dame, tu vas pouvoir porter de beaux vêtements, sortir où tu veux, tu vas apprendre à te battre par contre parce que je suis chef de domaine et que j'ai des rivaux, etc. Mais tu vas être libre d'être une femme libre. Donc Honora va prendre de l'ampleur à ce niveau-là. Ils vont aussi évoluer au niveau de leur mariage et je ne vous spoil pas, c'est un tome 2 et même sur le tome 1, c'est sur la couverture. Warren est en fait, il a une double personnalité parce que c'est un loup-garou.
les loups-garous de Charlie ne sont pas standards. C'est-à-dire que, oui, ils se transforment en loup, bien sûr, mais les loups-garous de Charlie ont deux personnalités. Et les deux personnalités se partagent autant le corps humain que le corps de loup. C'est-à-dire que Warren est celui aux commandes, à 85% du temps. Mais la deuxième personnalité de Warren, ce sont des loups non standards. Même chez l'univers de Charlie Faro, il y a des loups-garous qui sont standards. Warren fait partie avec quelques autres d'une race de loups-garous un peu différente de la norme. Et justement, Warren est maître du corps, que ce soit en loup ou en humain, mais il a une deuxième personnalité qui s'appelle Lou, tout simplement. Et c'est lui, Lou, qui est très gentil, très doux, qui est très amoureux d'Honora, qui la respecte énormément. Et c'est pour ça qu'il y a cette dualité de personnalité, parce que Warren et Lou, c'est l'opposé l'un de l'autre. Par contre, ils sont complémentaires au point de vue de leur lycanthropie, parce que l'un est fort et l'autre est dans la stratégie, l'autre va apaiser quand il y a des violences mentales entre eux, ou quand ils ne vont pas savoir quoi faire, l'autre va conseiller l'autre. Enfin bref, ils sont complémentaires, Lou et Warren. Mais c'est Warren qui est en commande. Par contre, et donc au fil de l'histoire, on aura Warren, Lou, les sentiments vont se développer, et il va se passer plein de choses dans le premier tome. Donc, je ne peux pas trop vous en dire, mais franchement, on a bavé dans le premier tome. On a à un moment donné dans ce premier tome des sorcières qui apparaissent, et on en a à nouveau dans ce second tome. On a donc loup-garou, sorcière, et dans ce second tome apparaissent les vampires. Car oui, il y a aussi les vampires. On est dans un post-apocalyptique, donc bien sûr, il y a aussi des vampires. On a tout ce petit monde qui se retrouve. Et c'est franchement pas tout le temps évident pour Honora. Je peux vraiment pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler, mais Honora a évolué à la fin du premier tome. Elle a été forcée d'évoluer pour certaines raisons. Et on la retrouve 2 ans plus tard dans ce tome. Et elle continue d'évoluer. J'ai mis un 19 sur 20 à ce deuxième tome parce que... Pourquoi j'ai pas mis un 20 sur 20? Bon, je suis peut-être un peu généreuse avec Charlie Faro, mais parce que j'adore sa saga. J'adore la manière d'écrire de Charlie. Je trouve que ça se lit tout seul. Voilà. Alors, c'est pas une plume hyper complexe, hyper travaillée. C'est une plume très simpliste. Mais ça permet de se lire tout seul. Et c'est, pour moi, addictif au possible. Parce que ça regroupe tout ce que j'aime. Des loups-garous, des vampires, des sorcières, des humains, de l'amour complexe. Hein, forcément, quand on a 2 personnes dans le même corps, un est fou amoureux, l'autre est amoureux, mais fait passer son village avant, sa femme, voilà, il y a forcément des disputes. Mais voilà, après, comme je vous dis, c'est une plume simple. Si vous recherchez un récit hyper compliqué, hyper complexe au niveau de la plume, avec un fond d'histoire qui remonte à des millénaires, etc., ça va peut-être pas vous plaire. Mais moi, j'aime cette simplicité de plume, je l'aime. J'ai pas besoin que ce soit non plus hyper historique au niveau du background, qu'on remonte à des siècles en arrière. On a les bases importantes, je trouve. Moi, j'ai pas besoin de plus. Et du coup, si j'ai mis un peu moins que le premier tome où j'avais mis 20 sur 20 vu toute l'action qui s'y passait, vu la romance, etc., c'est justement au niveau de la romance. Je ne pense pas que Charlie verra cette vidéo, mais sait-on jamais. Charlie, mais qu'est-ce que tu me fais avec cette romance? Je désespère. Warren, est-ce que Warren est un cas désespéré? On ne parle pas de Lou. Lou aime sa femme plus que tout. On découvre plein de choses au fil du tome 1 et du tome 2 vis-à-vis de Lou, Warren et d'Honora. Mais Warren, mais quoi? Mais Warren, non mais je désespère Warren, quoi. Et c'est pour ça que j'ai mis un 19 sur 20, parce que, non mais Warren, quoi. Arrête un peu tes conneries, parce qu'on sait que tu l'aimes, Honora, mais t'es juste un gros macho, en fait. Enfin voilà, c'est le défaut pour moi, c'est Warren dans l'histoire. Et je crois que dans le tome 3, on va toujours souffrir. Donc, merci Charlie, c'est très aimable, mais est-ce qu'on va pouvoir avoir un happy ending? J'espère quand même. Moi, en tout cas, j'apprécie cette saga, je vous la conseille si vous aimez les loups-garous, qui soient un peu différents de la norme. Si vous aimez les vampires, la sorcellerie, vous allez avoir de tout ça. Mais après, comme je vous dis, ne cherchez pas une plume poétique, c'est une plume très simpliste, mais ça se lit très bien et c'est agréable et pour moi c'est fluide et c'est l'important. Et le dernier livre de cette update, c'est une relecture en VO cette fois, donc en anglais,
Il s'agit de Crescent City, le tome 1 de Sarah J. Maas chez Bloomsbury, si je ne dis pas de bêtises. Comme c'est l'édition en anglais, je ne sais pas. Je préfère l'édition VF, oui, l'édition VF pour le hardback. Est-ce que c'est Bloomsbury? Je vais vous dire ça. Oui, c'est bien ça, c'est du Bloomsbury. Je me suis relu Crescent City en VO cette fois. C'était une première lecture en VO parce que le tome 2 est sorti au mois de mars, février, mars. Maintenant, je suis plus sûre. Mais dans ces eaux-là, et avec Amélie, mon amie littéraire canadienne, on s'était toutes les deux dit qu'on allait lire en lecture commune toutes les deux le tome 2 à sa sortie. Sauf qu'on avait toutes les deux lu le tome 1 en VF. Et même déjà en VF, beaucoup de personnes trouvent que le début de ce tome 1 est un peu complexe. C'est vrai que les 100 premières pages, on a énormément d'informations, de peuples, de races, de hiérarchie au sein des races et des peuples. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos. Il faut passer à peu près les 100 premières pages pour vraiment bien comprendre ce que Sarah J. Maas nous pose comme base. Et comme il y a énormément de races, de peuples, de hiérarchie, forcément on s'est dit aller sur le tome 2 en VO sans connaître le tome 1, c'est peut-être un peu risqué. En refaisant une relecture de ce tome 1 qu'on avait lu en VF des mois plus tôt, déjà ensemble, enfin, pratiquement ensemble, quelques jours d'invention, on s'est dit qu'on allait s'imprégner déjà de l'univers en VO avec ce qu'on connaît, où on est sûr de ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que ça a été clairement judicieux, parce que c'est vrai qu'en VO, c'est l'univers de Sarah J. Maas le plus complexe, Crescent City. De toute façon, Sarah J. Maas, j'ai déjà dit en vidéo, les univers de Sarah J. Maas, le plus simpliste en VO, que je conseille aux gens, si vous voulez commencer la VO avec Sarah J. Maas, si vous voulez commencer à lire des livres de Sarah J. Maas en VO et que vous êtes déjà un petit peu à l'aise en VO, ce que je vous conseille en premier, c'est Keleana, qui est la première saga qu'elle a écrite quand elle était adolescente sur Wattpad, je crois qu'elle l'a écrit, ou fanfiction.net, un truc dans le genre, je crois que c'est Wattpad. Elle a écrit Keleana en tant que fanfiction quand elle était ado, puis ensuite elle a écrit Akotar, qui a été publié par Bloomsbury. Quand ils ont vu le succès d'Akotar, ils lui ont dit on prend Keleana, qu'on publie aussi, et donc Keleana était sa première histoire. Akotar était déjà sa seconde histoire, et Crescent City est son troisième univers. Et on sent à chaque fois que la plume dans chacun de ces univers évolue. Et donc clairement, au niveau de la VO, c'est l'univers le plus complexe. Déjà parce qu'il l'est un petit peu en français, et donc forcément en VO il l'est encore plus. Mais j'ai été super agréablement surprise. Bon, après c'était un tome 1 que j'avais déjà lu, donc je le connaissais. Mais même pour le tome 2, j'y reviendrai quand je vous en parlerai. Même le tome 2, finalement, j'ai plutôt compris 97% du livre, à peu près. Et les 3% qui me manquaient, Amélie était là pour me... Je disais, est-ce que j'ai bien compris, et ça, et si, voilà. Mais ça, on en reparlera pour le tome 2. Là, pour le tome 1, ça a été super fluide, super agréable pour moi. J'ai été étonnée. Je pensais que j'aurais pas autant de facilité avec ce tome 1 en VO, et finalement, oui. Il faut des fois pas douter de ses capacités. Moi, je doute beaucoup sur mes capacités en VO, et je devrais pas. Donc, ça, Crescent City, je crois que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, c'est un 20 sur 20. Cet univers il est juste parfait. Ce tome 1, alors pour vous le résumer un petit peu, mais on a tellement vu passer aussi Crescent City, on y suit Bryce Quinlan, qui est une humaine, mi-fae. Et elle est, en fait, il y a 2 ans en arrière, elle a vécu un drame, elle a perdu plusieurs personnes qui lui étaient très chères à son cœur. Elle tente de se reconstruire depuis, je ne vous dirai pas si elle y arrive ou pas, à vous le découvrir. Et soudainement, 2 ans plus tard, un nouveau meurtre se produit. Un meurtre qui fait qu'elle est à nouveau connectée parce que c'est une personne qu'elle a rencontrée la veille. Enfin, le soir même du meurtre qui a eu lieu. Donc, surgissent soudainement un Traltar avec son boss et surtout leur supérieur. L'archange Miché, qui en anglais est Mika, que je préfère quand même en français, Miché et accent aigu. Non, ce n'est pas une femme, c'est un homme. En anglais, il s'appelle Mika. Et donc cet archange, c'est un peu le chef de la ville de Crescent City et des secteurs autour de Crescent City. Et il n'est pas content qu'il y ait à nouveau un meurtre, similaire à celui qu'il y a eu il y a 2 ans en arrière avec des proches liés à Bryce.
Et encore une fois, elle se retrouve mêlée à ça. Ils savent qu'elle est innocente parce que lors du précédent meurtre, elle est en train de faire la fête. Donc on sait qu'il y a des caméras qui l'ont filmée, on sait que c'est pas elle. Sauf que ils n'ont pas trouvé en 2 ans qui était le démon responsable de ça. On sait qu'il y avait un démon, Bryce l'a vu. Et elle a eu une grave blessure, ils savent que ça vient d'un démon. Ils ont senti l'odeur d'un démon. Parce qu'il y a des pouvoirs surnaturels, donc on peut sentir les démons, et voilà. Mais ils n'arrivent pas à savoir quel démon c'est, ils n'arrivent pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent, où il veut. Et du coup, Miché, il lui demande de s'allier avec un tartare qui est l'Umbra Mortis, on peut traduire ça par l'ange de la mort, hein, littéralement. Il leur demande de faire cette enquête ensemble. En fait, Hunt est là pour la protéger. Et elle doit remonter la piste des proches qu'elle a perdus il y a 2 ans en arrière, parce que c'est vraiment quelqu'un, surtout un des personnages avec qui elle était extrêmement proche. Donc il lui demande de remonter les derniers jours de vie de ce proche, de cette proche, afin de comprendre pourquoi ce proche et ces autres personnes avec qui elle était liée ont été tués, parce qu'il est sûr que ça se connecte avec Bryce. Donc elle va faire enquête avec Hunt, sauf que Bryce c'est une mi-faille, mi-humaine, indépendante, forte, comme toutes ses amies, et les mecs, elle les prend pour s'envoyer en l'air, elle n'aime pas les relations trop sérieuses, surtout depuis 2 ans, et surtout ce qu'elle déteste c'est les hommes imbus d'eux-mêmes qui sont là, je vais te protéger, je suis le meilleur, tu es la petite chose à protéger. Non, non, Bryce elle est indépendante, elle se protège toute seule, elle déteste les machos. Pour elle, elle a un terme précis, je ne sais plus, pour parler des hommes que j'adore. Et elle prend clairement Hunt pour un homme de ce style. Parce que c'est un ange. Précisément, Hunt est un ange déçu. Donc ils vont faire enquête, ils vont découvrir plein de choses. Et bien sûr, comme avec Sarah Jima, c'est toujours le cas, c'est une romantésie. Il va y avoir de la romance entre eux. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous en dis beaucoup. Franchement, dans ce tome, c'est ce que je dis souvent quand j'en parle. Ce tome est une ode à l'amour. Que ce soit l'amour familial, l'amour que Bryce voue à sa famille, à sa maman, à son père d'adoption, etc. L'amour familial aussi avec son demi-frère, mais aussi l'amour entre 2 meilleurs amis. Bryce aime sa meilleure amie, leur amitié est tellement belle, profonde. C'est quelque chose dont je reparlerai dans le tome 2 parce qu'on a fait des reproches à Danica dans le tome 2, vis-à-vis du tome 1 et du tome 2. Moi je ne suis pas d'accord. Danica a fait ce qu'elle a fait pour protéger Bryce. Et je pense qu'elle a eu raison, vu ce qu'on découvre à la fin du tome 2, je pense qu'elle a eu raison. Même si elle a impliqué Bryce en même temps, parce qu'elle lui faisait confiance, voilà. Donc l'amour de la famille, l'amour de 2 meilleurs amis, mais j'en ai pleuré, mais à certains moments j'en ai pleuré. Et l'amour l'amour romantique entre Hunt et Bryce, qui est lui aussi très beau. Alors par contre je précise que c'est un slow burn. Vous allez vraiment brûler pour Hunt et Bryce tout au long du tome. La première fois que je l'ai lu avec Amélie, on était là. Mais c'est quand qu'ils vont le faire? Mais c'est quand qu'ils vont le faire? Voilà, c'est pour vous dire. C'est un gros bébé, mais ça se lit, pour moi, ça se lit tout seul, même en VO. Voilà. Mais il faut avoir de bonnes bases. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres ou qui vous fait envie, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager avec moi. J'aime bien vous répondre, ça me fait plaisir. N'hésitez pas non plus à liker et surtout à partager la vidéo. On le dit beaucoup parce que je suis beaucoup de youtubeuses, bookstagrammeuses surtout. On le dit beaucoup, mais sur Insta comme sur Booktube. Ce qui permet de se faire connaître un petit like et surtout un petit commentaire et de partager. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrive en fait. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!